Bonjour chers apprenants, donc comme vous le savez, toujours dans l'optique de vous initier en dessin technique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons poursuivre la leçon dont on avait commencé la fois dernière sur la projection orthogonale. Alors sans plus tarder, on va s'incliner de manière rapide vers les choix des vues, mais également vers les correspondances entre les vues. Comme je l'avais dit la fois passée, pour réaliser une pièce, il vous faut ce qu'on appelle un dessin très représentatif, un dessin qui va vous permettre de mieux comprendre l'aspect général de la pièce, mais également d'avoir des renseignements sur ses dimensions, d'où la représentation en projection orthogonale. On va passer directement au choix des vues. Pour définir complètement et lucidement une pièce, il est nécessaire de la représenter sous plusieurs angles de vue. La vue la plus représentative de la pièce sera choisie comme vue de face. Le dessinateur choisira parmi les 5 autres vues possibles celle qui montre le mieux les formes et les contours. De préférence, les vues ayant moins de contours cachés ou de traits interrompus seront privilégiées. Les vues non nécessaires seront éliminées. Alors, on veut dire par là que avant d'arriver à une telle représentation en projection orthogonale, bien sûr, il faut d'abord choisir ce qu'on appelle une vue de face. Donc, la face principale, le choix de la face principale. Parce que c'est la projection orthogonale de la face principale qui donnera comme résultat vue de face. Donc, le choix de cette face est obligatoire. Vous devez obligatoirement choisir votre face principale. Et on en avait parlé même. On avait dit que pour le choix de cette face, vous regardez tout simplement quelle est la face qui vous apporte plus de renseignements, quelle est la face qui donne plus d'informations sur la pièce et vous la prenez comme étant votre face principale. Ok? Maintenant, après l'avoir représentée en projection orthogonale, bien sûr, parce que cette face, tout simplement, ne suffit pas pour définir ou bien pour comprendre une pièce. Il vous faut d'autres représentations. Maintenant, vous choisissez parmi les 5 autres vues, quelles sont les faces qui apportent plus de renseignements, quelles sont les faces qui sont plus représentatives et vous les représentez en projection orthogonale, tout en vous basant bien sûr sur la vue de face. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de préférence, il faut choisir les faces qui ont peu de contours cachés, c'est-à-dire les faces qui n'ont pas beaucoup de parties cachées, vous les représentez. Parce qu'en projection orthogonale, c'est la compréhension quand même. Donc, il va falloir réduire le maximum possible les parties cassées. Ok? Pour définir complètement et précisément une pièce à partir de la projection orthogonale, il faut faire appel à une correspondance entre les différentes vues renseignant sur l'aspect général de la pièce, car celles-ci se dépendent. Cette correspondance permet la construction des vues les unes par rapport aux autres. Un élément représenté sur une vue pourra être situé sur les autres vues. Donc ici, toutes les vues se dépendent. Cela veut dire que après avoir représenté la vue de face et la vue de dessus, pour obtenir les éléments qui se trouvent au niveau de la vue de droite, là, il va falloir faire ce qu'on appelle une correspondance entre les différentes vues. Donc, raison pour laquelle on vous a dit que toutes les vues se dépendent. Parce que parfois, il se peut qu'il y ait des éléments qui se situent sur, en fait, qui appartiennent à toutes les vues. On ne peut pas faire une bonne représentation en projection orthogonale sans pour autant vraiment appliquer cette correspondance entre les vues, comme l'a illustré l'image, la figure que vous voyez ici. Si on voit bien la correspondance qui existe entre la vue de face et la vue de droite, ok? Si nous avons des correspondances horizontales entre la vue de face et la vue de dessus, par des correspondances verticales bien sûr, et entre la vue de droite et la vue de dessus, par des correspondances, ok? À partir de la droite, de pivot à 45 degrés. Alors, on va voir ça. Horizontalement, la correspondance entre les vues de face, de droite, de gauche et arrière définit la dimension suivant l'axe OZ, donc la hauteur de la pièce. Nous avons ici la hauteur de la
de la pièce. Pour obtenir cette hauteur, cette dimension au niveau de la vue de droite, là, il faut faire une correspondance horizontale. Donc, c'est cette dimension que vous voyez, la dimension suivant l'axe OZ. OK? Ça qui représente la hauteur de la pièce. On l'a déjà représenté sur la vue de face. Maintenant, pour l'obtenir sur la vue de droite, là, il nous faut donc une correspondance horizontale entre la vue de face et la vue de droite. Donc, c'est cette dimension-là. Voilà. Verticalement, la correspondance entre les vues de face, de dessus et de dessous définit la dimension suivant l'axe OX, donc la longueur de la pièce. Alors, pour obtenir la longueur de la pièce au niveau de la vue de dessus, là, il faut faire une correspondance verticale pour avoir cette dimension, autrement dit la longueur de la pièce. Okay? Donc, cette dimension représente également, voilà, cette distance que vous voyez, la distance entre ces deux traits, ces deux lignes de correspondance. Voilà, donc elle est suivant l'axe OX si vous regardez bien au niveau de la perspective. Avec la droite de pivot à 45 degrés, la correspondance entre les vues de droite et de dessus, ainsi de suite, définit la dimension suivant l'axe OY, donc la largeur de la pièce. Alors, nous avons ici une dimension, la dimension suivant l'axe OY, ok? Ça représente la largeur de la pièce qui est là. Voilà, donc c'est cette dimension que vous voyez ici. Maintenant, pour l'obtenir, parce qu'on ne peut pas l'obtenir à partir de la vue de face, parce que la vue de face ne montre pas en fait la largeur ou bien la profondeur de la pièce. Ok? Mais on peut l'obtenir à partir de la vue de dessus. Après avoir représenté la vue de dessus, vous faites une correspondance par rapport à la droite de pivot à 45 degrés pour obtenir cette dimension au niveau de la vue de droite. Ici, nous avons les lignes de rappel, ok? Ou bien les lignes de correspondance, si vous voulez. Et la droite doit être inclinée, comme son nom l'indique. Voilà, donc ici, nous devons avoir 45 degrés par rapport à l'horizontale. Ok? Alors, on va essayer de compléter les vues qui sont déjà représentées, mais qui restent incomplètes. On va les compléter ensemble. Maintenant, ici, si on regarde bien, on voit que au niveau de la face principale, toutes les parties ne sont pas représentées. Il y a des parties qui sont cachées, qui ne sont pas encore représentées sur la vue de face, ainsi que sur la vue de dessus et sur la vue de droite. On va représenter ça de manière rapide. Alors, l'observateur, en se plaçant perpendiculairement par rapport à la vue de face, ne peut pas voir cette rainure, la rainure que vous voyez, la rainure verticale. Ok, donc cette arête-là, là où j'ai placé le pointeur, ok, et l'autre arête qui est cachée. Donc ces deux arêtes ne peuvent pas être vues. Elles doivent être représentées sur la vue de face, mais en trait interrompu, puisqu'étant cachées bien sûr. Alors c'est simple, on va se baser sur cette vue, sur la vue de dessus pour représenter. Voilà, pour représenter ces deux arêtes sur la vue de face. On sait que cette arête forme un point, un sommet bien sûr, avec les deux autres arêtes, cette arête-là et l'autre arête en fait, c'est ça qui forme cette partie en forme U. Voilà. Maintenant, on va piquer ici, on va piquer par là, vers ce point bien sûr, qui est là. Ok? Et l'autre point qui est ici. Donc notre rainure, ou bien notre arête, les deux arêtes là, l'arête qui est cachée et cette arête qui est visible, doit passer par ce point, autrement dit par ces deux points. Et puisque ces deux points sont alignés, là on peut venir directement piquer par là, par ce point. Ok? On trace un trait continu fin, passant par ce point. Voilà, et à partir de là, vous pouvez tracer votre arête. Bon, tout en sachant que bien sûr cette arête ou bien ce trait interrompu qu'on vient de tracer représente les deux arêtes à la fois, l'arête cachée et l'arête visible, cette arête là, ok? Voilà.
que sur la représentation en deux dimensions, sur la vue de face, ces deux arêtes vont se superposer, ok, vont être confondus, raison pour laquelle on les a représentés par une seule arête, par un seul trait interrompu. Mais en réalité, c'est deux arêtes, ok. Après avoir représenté cette arête, donc la vue de face est complète maintenant. Reste à représenter la vue de dessus et celle de droite. On représente d'abord la vue de dessus. L'observateur se place perpendiculairement à cette vue voit en fait une forme qui est comme ça. Donc ce qu'on a représenté ici, mais ça reste parce que tout simplement cette arête là elle est visible bien sûr, donc on doit la représenter en trait continu fort. Cette arête doit être représentée par un trait continu fort. On se base maintenant sur la vue de face pour la représenter. C'est simple. Ici, on sait que l'arête là, l'arête qu'on doit représenter, et cette arête verticale, de même que l'arête horizontale, forme un sommet. C'est ce point là, ok? C'est ce point qui est ici. Voilà. Donc notre arête doit prendre départ, voilà, par ce point, ou bien ce point, vu que les deux points sont alignés, on peut venir directement piquer par là, ok. On trace notre ligne de correspondance verticale. À partir de là, voilà, on représente l'arête par un trait continu fort. C'est simple, c'est pas du tout difficile, hein? La vue de dessus est déjà complétée. Il reste maintenant à compléter la vue de droite. Alors, on va essayer de faire une correspondance horizontale pour avoir cette arête-là, l'arête que vous voyez, ok, qui sera confondue avec ces trois arêtes. 1, 2, et l'arête qui est au milieu. 3, ok. Donc, c'est cette arête-là. 1, 2, 3. Vu que ces trois arêtes et l'arête que vous voyez ici, l'arête qui délimite la largeur de l'épaulement, sont sur un même plan, là, sur la représentation de la vue de droite, on aura un seul trait, ok. Et cette dimension, c'est-à-dire par rapport à l'axe OY, si vous regardez par rapport à l'axe OX, représente la hauteur, donc elle est suivant l'axe OZ, ça représente cette hauteur là. On peut l'appeler petit h si vous voulez, ok. Donc on pique par ce point, voilà. Après vous tracez l'arête, tout en sachant que ce trait représente à la fois ces trois arêtes, mais également cette arête là, l'arête que vous voyez ici, ok. Voilà, donc c'est cette arête. Après l'avoir représentée, on va utiliser la droite de pivot à 45 degrés cette fois-ci pour représenter la rainure au niveau de la vue de droite. Donc on trace un trait vertical passant par ce point et un autre trait passant par ce point. Voilà, on fait la même chose ici. Parce que tout simplement, cette dimension représente la largeur de la pièce, ok. Donc ce que vous voyez là, c'est la même chose que ce que vous voyez ici, hein? C'est la même dimension, c'est la largeur de la pièce, ok. Après vous joignez les deux points, ok, par un trait oblique. Voilà, ici vous avez 45 degrés. Maintenant à partir de là, vous pouvez faire votre correspondance pour représenter la rainure sur la vue de droite. Faites une correspondance jusqu'à rencontrer la droite à 45 degrés. Ensuite, vous changez de direction. Voilà. Donc, votre première arête, cette arête-là,
ok, doit prendre départ par ici, ok. Vous la tracez, vous faites la même chose pour l'autre arrêtant ce point, ok. Vous faites une correspondance, ensuite piquez ici, voilà, et vous tracez votre arête. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Vous avez vu qu'on a représenté la rainure sur la vue de droite, ok. Donc c'est là. Sur la vue de face, elle n'est pas visible, raison pour laquelle on l'a délimitée par un trait interrompu. Et sur la vue de dessus, bien sûr, elle est visible. Donc c'est cette forme-là, en U. Sur la vue de droite, ça donne ça. C'est pas du tout compliqué en réalité. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Après avoir fait toutes les correspondances, après avoir représenté toutes les parties, vous pouvez maintenant purger votre dessin, c'est-à-dire vous pouvez le nettoyer, ok? Et à la fin, vous aurez quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, si tel est le cas, bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions au niveau des commentaires, ok? Si vous en avez. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre leçon. Merci beaucoup.